Salut Kamaktavish, aujourd'hui je vais te raconter une histoire incroyable, surréaliste même, mais vraie. En 1761, un bateau de marchandises français s'échoue sur l'île de Sable, avec à son bord 152 esclaves et 141 membres d'équipage. Bon, admettons, un bateau qui s'échoue, ça arrive, hein. Le problème, c'est que l'île en question, elle est à 500 km de toute côte. Elle fait 1 km², donc c'est tout petit, hein, sans arbres, sans eau, et sur la route des cyclones. Et si tu es là, c'est que tu as bien lu le titre de la vidéo et ouais, ils vont y rester 15 ans. Installe-toi confortablement, je te raconte comment ils en sont arrivés là et qui sont ces gens incroyables qui ont réussi à survivre 15 années dans cet enfer sur Terre en formant ce que j'appelle la pseudo-tribu des Tromelins. Mais avant de parler de la catastrophe, on va un peu contextualiser. On est en pleine guerre de 7 ans, qui est un conflit majeur qui oppose la France à l'Angleterre. C'est une sorte de proto-guerre mondiale en fait, dans laquelle tout le monde se fout sur la gueule un peu partout, au nom des bouffeurs de grenouilles d'un côté ou des culs serrés buveurs de thé, quoi. On en a un peu parlé dans la seconde vidéo des Mohicans qui en ont été très impactés, comme beaucoup d'autres nations amérindiennes d'ailleurs. Cette guerre, elle s'étale de 1756 à 1763 et à l'époque, les marines anglaises et françaises, elles sont très puissantes et elles occupent la plupart des mers et océans. Donc pour de petites îles comme Bourbon, qui est l'ancien nom de la Réunion, ou l'île de France pour Maurice, c'est la pétoche permanente, quoi. D'autant plus que ces îles, elles sont pas autosuffisantes et elles souffrent régulièrement d'attaques de sauterelles qui détruisent les récoltes, de sécheresse, des assauts des fièvres et des moustiques ou encore de cyclones. Alors les Mascareignes, c'est le nom de l'archipel dans lequel se trouvent ces îles, avec Rodrigue, et donc complètement dépendant d'un flux continuel de vivres. On pourrait se dire, on s'en fout, c'est des petites îles, Et oui, mais sur ces îles, en fait, on veut produire en masse du café, de la canne à sucre, du tabac et des épices. Et en Europe, on n'en a pas et ça coûte cher. En plus, faut pas déconner, on va pas laisser ça aux Anglais, non mais oh. L'île de France, Maurice, donc, elle est déjà abandonnée par les Arabes, puis les Portugais et maintenant les Hollandais. C'est une aubaine pour la Compagnie française des Indes orientales qui s'en empare. Alors je te parle de la Compagnie des Indes dans 2 minutes. Les Hollandais, ils se marrent quand ils partent parce qu'ils sont persuadés qu'il faut être français pour s'imaginer faire fortune sur une île maudite, trop éloignée de tout, quoi. Et concernant Bourbon, la Réunion, avant le XVIIe siècle, l'île, elle est hostile et vierge, même si elle est connue depuis 1450. Les Français, ils en prennent finalement possession en 1638 et les premiers habitants à y vivre sont une poignée de types qui ont tenté une mutinerie sur un bateau et ont été débarqués avec quelques chèvres et des semences, l'équipage pensant qu'ils allaient canner dans les mois qui suivaient, quoi. C'est la 2e fois que je vois ce pourri mettre les voiles avec mon bâtiment. Sauf que 3 ans plus tard, les types, ils sont toujours en vie et en bonne santé. L'île est donc déclarée habitable. En 1664, on compte déjà 58 blancs et 70 esclaves. Et 150 ans plus tard, sur la même île, ils seront 62 000 esclaves. Ouais, ça y est, j'ai balancé le mot esclave. Alors pourquoi? C'est simple, l'esclavage, c'est un moyen simple, efficace et normal pour l'époque de développer une économie liée à du travail manuel. C'est un peu le carburant du moteur à explosion des grandes puissances à l'époque. Et ça tombe bien pour l'île Bourbon, Madagascar est un vivier d'esclaves pas cher qui se trouve qu'à 1 semaine de bateau. Contrairement au trafic transatlantique, celui qu'on connaît tous, qui va vers les États-Unis, dans les durées de transit, elles tournent plus autour de 3 à 6 mois. Le truc qui arrange les Français avec Madagascar, c'est qu'ils ont eu qu'à accoster et à acheter. Parce que malheureusement pour les Malgaches, l'esclavagisme, c'est une pratique qui existe depuis le Xe siècle à Madagascar. Une pratique qui sera même améliorée au fil des contacts avec les marchands arabes, perses, indiens, et plus tard les Anglais, et enfin en dernier les Français. L'île de Madagascar, c'est un patchwork d'ethnies diversifiées qui descendent toutes des Austronésiens, une population de gens parlant des langues austronésiennes qui ont colonisé progressivement les petites îles de l'océan Indien. Je te mets une carte pour que tu te fasses un peu une idée du truc. Ça fait une espèce de vague de colonisation, quoi. Et pour faire un schéma, pour schématiser, mais alors c'est vraiment un schéma très dégueulasse. On peut dire que c'est un petit peu, mais de loin, la troupe de Vaiana, quoi. Bon, je sais, c'est une rêve de merde, mais voilà.
Et donc avec le temps, la colonisation des différentes parties de l'île de Madagascar par les Austronésiens et le développement concomitant de cultures distinctes, certaines ethnies se sont mis à pratiquer l'esclavage en interne, c'est-à-dire intégré à leur propre société. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Tout ça pour dire que quand les Français ils débarquent et ont envie de développer des cultures, les cultures que je t'ai citées, la café, tout le bazar, ils ont déjà l'exemple d'un modèle économique qui a fait ses preuves, l'esclavage. Et ils ont déjà un fournisseur compétent. Alors putain, j'en reviens pas de parler de compétences pour des vendeurs d'esclaves quoi. Mais cerise sur le gâteau, Madagascar est à côté. Et donc les Français ils peuvent aussi trouver le ravitaillement nécessaire pour faire vivre les îles françaises. Sur Madagascar, on parle quand même de Noirs qui vendent des Noirs. L'île est littéralement une plaque tournante de cette traite dont l'approvisionnement peut aussi venir directement d'Afrique. Pour Louis XIV, c'est jackpot qui va ordonner via l'entremise de son ministre Jean-Baptiste Colbert. En 1664, la création de la fameuse Compagnie française des Indes orientales, à laquelle il octroie entre autres le monopole du commerce des îles. La compagnie, c'est une entreprise privée dont les missions sont rattachées aux intérêts directs du Royaume de France. Elle doit ainsi assurer le commerce, construire et armer des bateaux pour renforcer la présence française en mer et propager la culture française et la religion chrétienne. Dans Pirates des Caraïbes, on les voit, les mecs de la Compagnie des Indes, et on se dit, c'est quoi ce bazar? Il y a des marchands qui mettent une raclée aux pirates. Mais en fait, faut pas perdre de vue que ces compagnies-là, c'était un peu finalement le bras armé des grands pays. Une sorte de projection de leur puissance en mer, quoi. Un bras armé qui se gavait en vendant des esclaves, parce que chaque esclave acheté se revendait 2 fois, voire 3 fois son prix d'origine. D'après l'historien Philippe Audrère, la Compagnie française des Indes orientales comptait à son apogée une centaine de navires, environ la moitié en vaisseaux de guerre. Alors autant te dire que quelques petits bateaux pirates, ça leur faisait pas bien peur. Et puis pirates, à partir de 1720, c'était plus vraiment un métier d'avenir en fait. Mais revenons-en à nos moutons. Concernant les Mascareignes, Bourbon, l'Île-de-France et Rodrigue, la Compagnie des Indes a pour mission d'assurer leur sécurité physique et alimentaire. Ainsi, elle achète en 1759 l'Utile, un navire à 3 mâts de charge de 800 tonneaux construit à Bayonne, destiné à ravitailler l'Île-de-France, Maurice quoi. Sa mission, c'est une sorte de commerce triangulaire entre la métropole, l'Île-de-France et Madagascar. Même si en fait en sous-titre, il est quand même plus à disposition des îles quoi. Après un peu moins de 5 mois en mer, il parvient à l'Île-de-France, sans aucune perte humaine, ce qui est déjà énorme pour l'époque. Commence alors sa mission, gagner Madagascar pour acheter du ravitaillement. La traversée est un jeu d'enfant très rapide en plus, comme on l'a dit plus tôt. L'Utile, il accoste à full pointe sur la côte est de Madagascar et achète 50 tonnes de riz, 150 têtes de zébus qui sont une sorte de bœuf, mais aussi des volailles et des moutons. Ils sont préparés sur place et conditionnés dans des tonneaux. Jean de Lafargue, le capitaine de l'Utile, il décide de faire un gros coup. Le type, il est déjà très bien payé, environ 200 livres par mois. En comparaison, un menuisier, il prend environ 8 livres par mois et un maître d'école 7 livres. Ce qui est déjà énorme pour le maître d'école, même si on tient compte de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450. Ouais, je sais, c'est encore une blague de merde. Si t'as pas compris, c'est normal, c'était nul, dis-le moi dans les commentaires, je suis même pas sûr de l'avoir compris moi-même celle-là. Je te mets quand même dans les sources un doc excellent qui recense le prix des objets du quotidien, des salaires et autres dépenses courantes de 1600 à 1890. Va jeter un œil, franchement tu vas voir, c'est rigolo. Donc de Lafargue, il veut faire un gros coup. Je dirais même plus que le type, il a planifié un gros coup dès qu'il a su qu'il prenait le commandement de l'Utile. Mais c'est un coup en douce. Alors en douce pourquoi? Parce que par crainte d'un blocus anglais et donc d'avoir trop de bouches à nourrir, le gouverneur de l'Île-de-France a interdit la traite dans tout l'océan Indien. De Lafargue, il le sait, et il doit éviter coûte que coûte les patrouilles de la marine royale. Pendant que les hommes finissent de préparer les cargaisons de vivres, De Lafargue, lui, il se dirige vers le marché aux esclaves. Alors c'est cool, il avait une appréhension durant le voyage, mais en fait non, les prix n'ont pas changé. De Lafargue est soulagé parce que l'emprunt colossal qu'il a contracté avant d'embarquer sur l'Utile lui permet d'acheter le lot idéal d'esclaves pour maximiser son bénéfice. Le type, il pense carrément tripler sa mise et se dégager l'équivalent de 35 années de salaire. Sa cargaison d'esclaves, elle comprend 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes entre 15 et 25 ans. C'est pas au hasard, c'est le lot le plus rentable à la revente. Puis l'Utile prend la mer en direction de l'île Rodrigue, où l'attend sur une petite baie cachée, à la faveur de la nuit, ses complices qui auront installé dans un baraquement camouflé un marché aux esclaves clandestin. Normalement, le capitaine, il devrait faire cap directement sur l'île de France, mais il décide de faire un crochet pour vendre sa cargaison d'esclaves ni vu ni connu. Ils sont en mer depuis une semaine et malgré une aération quotidienne sur le pont, les esclaves enfermés dans le noir,
à fond de cale sur un navire non adapté, dont les cales sont clouées par peur des émeutes, il commence à dépérir. On estime à 8% le taux de mortalité des esclaves provenant de Madagascar vers les îles, contre 12 à 15% pour les traversées transatlantiques, ce qui est énorme quoi. C'est le vent le problème. Pour De Lafargue, cette traversée est beaucoup trop longue. Irène Frein a une formule que j'aime bien dans son bouquin Les naufragés de l'île de Tromelin. Elle dit que le capitaine a cette effroyable impuissance face au vent qui ronge le temps, au temps qui ronge l'argent, et à l'argent qui le ronge lui. Un noir qui meurt, c'est quelques mois d'indépendance financière qui s'envolent. Alors le capitaine, il veut que ça aille vite. Il prend une route peu orthodoxe pour éviter les patrouilles de la marine royale. Il fonce vers l'île de Rodrigue, mais se perd en mer. À bord, ils ont 2 cartes. L'une fournie par la Compagnie des Indes, qui date d'il y a 21 ans, donc elle n'est pas forcément actualisée, et une autre qui est plus récente. Problème, entre Madagascar et Rodrigue, tout le monde le sait, il y a une île de sable. Sauf que les 2 cartes donnent 2 positions différentes. Le capitaine de Lafargue, il déroge pas à sa carte de la Compagnie des Indes. En plus, ça emmerde bien profondément son second, Barthélemy Castellan du Vernet, avec qui il a une rivalité importante. Cap à l'est, le capitaine est inébranlable. Castellan et la majeure partie de l'équipage, ils sont pas d'accord. La seconde carte est plus récente, il faudrait s'y fier quoi. Soudain, ils voient des oiseaux de mer en pleine mer. Ça ne peut qu'indiquer qu'ils sont sur le cap de l'île de Sable. C'est presque à ce moment-là une mutinerie qui s'organise pour tenter de raisonner un capitaine borné qui va se braquer encore plus quoi. Leur destin est scellé, ils foncent droit vers l'île de Sable. Ça, c'est pas l'île de Sable, c'est la nuit du 31 juillet 1761. Le navire, il fonce plein vent. C'est la nouvelle lune, il fait noir. Au lieu de ranger les voiles et mettre le bateau en panne jusqu'au matin, Lafargue, il veut continuer. L'équipage est terrorisé, même si une bonne partie dort quand même à point fermé. Imagine-toi dans ce bateau qui fonce tout droit vers un enfer noir, le clapotis des vagues contre la coque, le vent et les oscillations qui font craquer le bois, la peur de frapper à tout moment un récif et sombrer, la peur d'être intercepté par la marine royale à cause des magouilles du capitaine, et surtout, la certitude de ne pas être sur la bonne route. Tu ferais quoi toi à la place de ces marins? Dis-moi dans les commentaires comment tu réagirais. Mais avant que tu écrives quoi que ce soit, je te donne quelques infos sur Lafargue. C'est un type qui a 57 ans. Toute sa carrière, il a eu la chance de ne jamais croiser un corsaire, jamais toucher un récif, un banc de sable. Il a jamais perdu un membre d'équipage et en France, c'est une légende. Il a été capitaine de plusieurs bateaux négriers, donc il connaît bien le business quand même. Si tu foires la mutinerie, tu t'exposes à être abandonné en pleine mer ou fouetté puis fusillé. Et n'oublie pas, avant d'écrire ton commentaire, qu'à l'époque, la navigation en mer, c'est un peu comme aller sur la Lune. Il n'y a pas d'équipe de secours. Et si tu tombes du vaisseau, tu meurs quoi. Houston, on a un problème. Maintenant que tu as les infos, tu fais quoi? Tu fais confiance et tu mets les mains devant les yeux ou tu te mets en boule dans un coin du bateau en attendant que ça tape? Soudain, l'inévitable se produit. Y'a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Merci. Le bateau fait un drôle de son, il semble rebondir. Il racle quelque chose. Il change de cap et il reprend sa route. De nouveau, il racle. En réalité, il bute sur un récif. Le récif qui entoure l'île de Sable. Manque de chance selon les moments de l'année en fonction de la lune. Et donc des marées, des déferlantes énormes masquent le rivage à 30 mètres. Et ce soir, on est sur un de ces moments. L'ensemble de l'équipage afflue sur le pont, pris de panique. D'immenses déferlantes de plusieurs mètres de haut s'écrasent sur la coque, puis inondent le pont. Les hommes crient de terreur, la plupart ils savent pas nager. Le gouvernail, il se fracasse, le bateau est secoué dans tous les sens et il semble ralentir. Castellan surgit alors, comprenant que le bateau est en train de s'échouer. Il arrive un peu comme un homme providentiel et il ordonne de couper le grand mât. Pendant 30 minutes, les hommes s'acharnent à la hache pour découper ce tronc en bois de chêne des Pyrénées, tout en buvant des seaux entiers d'eau salée. Le mât finit par s'effondrer, soulevant des gerbes d'eau encore plus importantes que les déferlantes. Puis c'est au tour des 2 autres mâts. On balance aussi les canons par-dessus bord. Et l'espace d'un instant, le bateau il semble un peu reprendre du mouvement, se décoincer des récifs. Problème, il est incontrôlable. Mais les déferlantes sont trop puissantes. Le navire frappe de nouveau violemment le fond et penche un peu sur le côté. Où est le capitaine? Aucune trace de Lafargue sur le pont. Les hommes sont pris de panique, mais luttent vaillamment 10 heures d'affilée, quand un choc important suivi de craquements terrifiants se font entendre, comme si une forêt entière venait de se briser. Le pont supérieur, il commence à s'effondrer progressivement. Dans la cale, les esclaves sont en proie à la panique. L'eau leur arrivait déjà jusqu'aux genoux, mais là c'est un torrent discontinu qui est en train de noyer le fond du bateau. Finalement, l'utile s'immobilise sur les récifs et il penche sur le côté. Les déferlantes, telles des bras de faucheuses, continuent d'attaquer le navire qui finit par se disloquer complètement, séparant l'avant de l'arrière. Vomissant sa cargaison dans l'eau déchaînée, beaucoup d'hommes sont projetés sur les rochers et littéralement déchiquetés
par la force des vagues, de même que tous les animaux embarqués. Par chance, une partie des esclaves parviennent à s'enfuir de ce piège mortel, mais 72 d'entre eux vont mourir dans d'atroces souffrances, noyés, emprisonnés ou broyés sur les rochers. L'équipage n'est pas non plus épargné, 18 marins vont trouver la mort. Il est 8 h du matin, 1er août 1761, l'Utile a fait naufrage sur l'île de Sable parce que le capitaine, caché dans ses toilettes pendant toute la durée du naufrage, a suivi la mauvaise carte. Sur la plage, ils sont 210 humains hagards, 122 blancs et 88 noirs. Lafargue, qui a réussi à rejoindre le virage, est complètement choqué et semi-dépressif. Il s'isole et il reste muet. Castellan prend alors la direction des hommes et organise la récupération et le comptage des vivres. Sur l'ensemble de la cargaison de l'Utile, il ne retrouve que 22 barriques de farine, 2 tonneaux d'eau-de-vie, 200 litres de lard et de bœuf, 8 tonneaux de vin rouge, 1 tonneau de cidre apparemment très mauvais au goût, de la suif, qui est une sorte de sous-produit de la graisse d'animaux, une sorte de cire quoi, et plusieurs bouteilles de vin, un petit baril de beurre et enfin un baril d'huile qui fuit quoi. Et ils n'ont pas d'eau. Ils sont sur une île qui est plate, sans arbres et sans lac. L'île de Sable, c'est un truc incroyable. C'est un ancien volcan pointant en plein milieu d'une abîme océanique de 4500 mètres de profondeur dans l'océan Indien. Le sommet de ce volcan éteint, il est bouché par la lave que le corail a fini progressivement par coloniser. Au fil des années, il a produit cette espèce de sable fin dont l'île est couverte. Tout autour de l'île, un récif tranchant de coraux et de rochers sur 30 mètres empêche n'importe quoi d'approcher par la mer. Mais genre, tu serais Aquaman, c'est impossible pour toi aussi. Il y a juste à la limite une petite zone au niveau de la plage de sable qui éventuellement peut être praticable par moment quoi. On est dans l'océan Indien, c'est un climat tropical, environ 27 degrés, très humide. Et l'île est balayée plus souvent que ses voisines par les tempêtes tropicales et les cyclones, qui à chaque fois la recouvrent d'eau au 9/10. Imagine-toi un peu le truc, l'île elle disparaît presque entièrement dans la mer. Elle est constamment balayée par les vents et le bruit incessant des déferlantes rend cet endroit absolument terrifiant. Sous la direction de Castellan, les hommes entreprennent de résoudre le problème de l'eau. Alors naturellement, 2 camps se forment, celui des blancs et celui des noirs. L'île elle fait que 1 km², donc ils sont visuellement à portée les uns des autres. Et de toute manière, les esclaves sont toujours contrôlés. Ils n'ont pas le droit de quitter leur camp sans escorte d'un membre de l'équipage. Les premiers jours sont terribles pour les esclaves à qui on ne partage pas les rations, et notamment l'alcool qui permet aux blancs de tenir. Beaucoup meurent de soif et finalement, après 3 jours et 2 tentatives infructueuses, ils parviennent à creuser un puits de 5 mètres de profondeur pour trouver une espèce d'eau saumâtre filtrée par les coraux qui est infâme mais buvable. C'est une eau un peu laiteuse, ça a l'air vraiment dégueulasse quoi. Certaines sources parlent d'une fosse commune creusée pour enterrer les esclaves morts de soif, mais archéologiquement parlant, ils n'ont retrouvé que 2 squelettes pour le moment contre 8 morts les premiers jours côté noir quoi. Après avoir résolu le problème de l'eau, Castellan fait construire un four pour cuisiner des biscuits, indispensable à son second projet, la construction d'un bateau avec les restes de l'Utile pour ramener tout le monde à bon port. Seulement voilà, l'équipage est très rancunier et découragé. Peu de monde veut participer à son projet, alors il prend majoritairement des esclaves pour construire son navire. Il veut vraiment ramener tout le monde, sauf que malheureusement pour lui, très rapidement il va se rendre compte que les matériaux récupérés ne permettent pas de construire un bateau suffisamment grand. Mais ça, il n'en parle pas aux esclaves. Parmi les esclaves qui travaillent sur le chantier, une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Tsimiavo, qui se prononce Semiavou, et veut dire en malgache celle qui n'est pas orgueilleuse. On ne connaît pas précisément l'origine de Semiavou, mais elle est probablement originaire de la tribu des Mérina ou des Bersimi Saraka, sans doute d'ailleurs la seconde, parce que les femmes Mérina, elles ont l'habitude de couvrir leurs épaules et leurs poitrines de tatouages à base de mixture de charbon de bois et de sève de morel. Quoiqu'en fait, les filles ne se tatouent que quand elles cherchent un époux et les hommes pas avant 16-18 ans. Donc, ouais, Mérina, c'est possible en fait, parce que Semiavou, elle est quand même très jeune quoi. N'hésite pas à aller voir, je te mets dans les sources un super doc là sur lequel tu pourras voir les différents styles de tatouage malgache de l'époque. Il y a des explications et tout, des petits dessins, tu verras, c'est bien fait, il est cool le truc. Et tant que j'y suis, pense au petit pouce bleu, ça aide la chaîne. Et si tu veux plus de thématiques sur les clans et les tribus, abonne-toi pour rien louper. L'abonnement, c'est un peu comme ça qu'on survit sur YouTube. C'est un peu notre baril de rhum à nous, quoi, quand on n'a pas d'eau. Je te parle donc des tribus parce que oui, ces hommes et femmes esclaves, ils sont originaires de quelque part. Et l'histoire, elle a trop souvent tendance à les réduire au terme d'esclaves. Et pour sortir de la honte, ou du moins de cette étiquette, je pense que la meilleure façon de procéder, c'est de parler de leur culture d'origine.
Mais pour ça, il faut un peu se casser la tête et faire des suppositions. Parce que cette traite, la première chose qu'elle fait, c'est supprimer l'identité de ces hommes et femmes. Ils sont par exemple renommés en fonction des jours de la semaine, d'où le fameux vendredi ou la vie sauvage, en fonction des mois, en fonction de noms de la mythologie européenne, comme Alexandre ou César. Et pour ne pas perdre leur origine, on leur attache un von Madagascar. Alors pas pour qu'ils gardent une trace de leurs propres racines, mais pour les positionner sur le marché. Parce que les Malgaches, c'est pas très bien vu comme esclaves dans les îles, donc ils coûtent moins cher. J'aimerais développer un peu plus les aspects tribaux, sauf que là on est déjà à quasiment 20-25 minutes de vidéo je pense, donc je vais pas pouvoir détailler tous ces peuples, sinon je pense que certains ils vont convulser. À full point, là où Lutti a acheté ses esclaves, on trouve donc des Mérinas, des Bersimi Saraka, mais aussi des femmes et hommes du Mozambique, en Afrique, provenant des tribus Yao, Chonas ou Makonde, qui sont un peu comme pour les Séminoles, un collectif de plusieurs ethnies ayant fui les persécutions de l'esclavage. Si tu es curieux des Séminoles et de leur résistance contre les États-Unis, il y a toute une série que tu peux aller voir, là je te mets ça dans les fiches. Parmi les Africains, il y a sûrement aussi d'autres membres de tribus, parce qu'au Mozambique aujourd'hui on retrouve une centaine d'ethnies, donc ça fait du monde. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je développe l'une ou l'autre de ces cultures d'Afrique ou de Madagascar. En attendant, on va reprendre l'histoire de nos naufragés. Le chantier de construction d'un nouveau bateau est lancé, les jours défilent et les hommes deviennent fous, pas de récif à l'horizon à perte de vue, le bruit des vagues tel le vacarme incessant d'un orchestre infernal, le stress, la chaleur, le manque d'eau normale et le désespoir entraînent de la violence, des bagarres entre les blancs, des vols et pire encore, depuis quelques nuits, les cris de femmes noires enlevées et violées dans l'ombre. Castellan, il prend les choses en main et avec une poignée d'hommes, il rétablit l'ordre en tuant quelques marins pris la main dans le sac. Après 57 jours, le bateau est prêt à prendre la mer. Ils l'ont baptisé Providence. L'ensemble de l'équipage embarque à bord et bizarrement, les esclaves trahis ne se révoltent pas. Ils restent là sur la plage, sidérés. Castellan leur laisse 3 mois de vivre en promettant de leur faire envoyer un bateau dans les 2 mois. La voile se gonfle et rapidement le bateau s'éloigne pour ne devenir qu'un petit point à l'horizon que la persistance rétinienne fait soudainement disparaître. C'est vrai, Castellan veut vraiment envoyer un bateau pour secourir les malheureux. Mais quand il arrive chez le gouverneur de l'Île-de-France, après avoir été sauvé par un bateau en mer, celui-ci se réjouit de la mort de Lafargue, tué en mer avec d'autres marins par des fièvres. Il valait mieux finalement que Lafargue meure plutôt qu'il affronte le déshonneur de sa trahison. Ces esclaves ont été achetés illégalement et nous sommes en pleine guerre. Je n'enverrai pas de bateau. Castellan se débat corps et âme dans les instances pour essayer de faire entendre raison à quelqu'un, mais... Tout le monde s'en fout. Il est 10h30, les 80 hommes, femmes et enfants laissés en arrière sont sur la plage, dans le silence, abasourdis. Il n'y a plus un blanc, l'île est à eux. Le bruit des vagues incessantes devient très rapidement une fréquence que leur cerveau choisit d'ignorer. Puis la vie reprend son cours. Quelques groupes repartent en direction du camp des Noirs, d'autres vont vers celui des Blancs, à l'intérieur duquel on retrouve toute la quincaillerie récupérée sur l'épave, des clous, des gonds, des sabords, des ornements en ferraille, quelques outils et les vivres pour tenir 3 mois. Ils décident conjointement de se rassembler dans le camp des Blancs. Une voile déchirée que les marins n'ont pas emportée dans la Providence est encore tendue et fait office de tente commune. Ils organisent des tours pour aller chercher l'eau au puits, qui est pas très loin, à peu près 300 mètres, mais sous la chaleur et en marchant dans le sable, ça devient vite une corvée pour tout le monde. Pour récupérer l'eau, ils utilisent probablement des tonneaux vides dans un premier temps, et pour les transporter, un affût d'artillerie, tu sais, c'est des espèces de roulettes sous les canons là. Un groupe d'enfants, si on peut vraiment encore parler d'enfants, tellement la vie les a forcés à grandir d'un coup, s'occupe de ramasser des bouts de bois vomis par l'épave sur la plage pour entretenir le feu laissé au petit matin par les Blancs. Pendant 15 ans, ils le maintiendront ce feu, grâce à ce bois providentiel, sans mauvais jeu de mots, et quelques pierres à silex ou briquets récupérés dans l'épave. Alors les briquets, c'est pas les briquets bic, c'est juste un anneau en fer que tu mets sur le pouce, et de l'autre côté, t'as une pierre à silex que tu viens frapper, quoi. Pendant ce temps-là, une vingtaine d'hommes sont éparpillés sur l'île avec de longs bâtons pris sur la charpente de l'utile. Ils abattent avec force sur la tête d'oiseaux sans défense qui ne connaissent pas l'homme et donc qu'ils ne craignent pas. Il s'agit principalement de sternes noirs qui migraient sur cette île en quantité colossale à l'époque. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a aussi beaucoup de tortues de mer qui font halte pour pondre, mais les Malgaches n'y touchent pas au départ. Sur l'île, de nombreuses ethnies, dont les Mérinas, ont un fadi sur ces animaux. Alors un fadi, j'ai vu aussi fali, c'est un interdit, quelque chose qu'on ne doit surtout pas faire. Donc au début, entre les vivres et les oiseaux, c'est suffisant. Les mois passent et les vivres sont consommés.
Les premiers outils utilisés sont cassés ou extrêmement usés. Le vent permanent qui souffle sur le camp est abominable. Les rescapés n'ont aucun répit. Leur peau est usée par les fines particules de sable, de corail et de sel portées par ces rafales en continu. Et ils se mettent à manger difficilement de nombreux Bernard l'ermite qui sortent la nuit en commando pour déguster les œufs de tortue. La forge laissée par les Blancs est aussi utilisée pour tordre quelques tiges de métal et de cuivre pour en faire des outils. Ils trouvent des hameçons aussi, ils s'essayent à la pêche, mais les récifs rendent tout très compliqué. Les lignes se tranchent facilement et les hameçons se bloquent et sont irrécupérables. Les traces archéologiques montrent quand même qu'ils ont réussi à manger un peu de poisson, sûrement grâce au petit catamaran construit et laissé par les Blancs. On est en décembre et c'est Miavou où elle remarque que l'horizon est beaucoup plus noir que d'habitude. Mais elle ne sait pas trop lire ce qui arrive. La plupart des Malgaches sur l'île proviennent des hauts plateaux de Madagascar. Ils n'ont jamais vu la mer pour la majorité. Un homme, intrigué, puis 2 femmes, puis 5 hommes de plus s'approchent de la plage et rejoignent ces Miavou, les yeux fixés sur l'horizon. La mer commence à remuer, comme si un monstre géant cherchait à en sortir. Le vent souffle plus que d'habitude. Les vagues, de plus en plus importantes, se fracassent sur la côte. La peur les saisit quand ils constatent que le ciel noir tout entier se rapproche d'eux avec des éclairs terrifiants. Ils regagnent le camp et se blottissent les uns contre les autres pour lutter contre un vent qui est de plus en plus puissant. C'est un cyclone géant qui se dirige sur l'île. Il se met soudainement à propulser des trombes d'eau, tout en arrachant à l'océan des vagues de plusieurs mètres de haut qui recouvrent presque en totalité l'île plate de Tromelin. La tente est arrachée et avec elle 4 malheureux qui tentaient de la retenir et disparaissent dans le néant des eaux en colère. Le camp est progressivement inondé par les vagues destructrices qui emportent tout. Imagine un peu la terreur de ces gens à ce moment-là. Imagine un peu à quel point ce monde était loin de ce qu'ils connaissaient. Cet épisode tragique voit la mort de nombreux Malgaches par noyade ou impact lié aux projectiles charriés par le vent. Il affecte aussi énormément la santé mentale d'une poignée qui se renferme dans le mutisme. Le cyclone passe, mais c'est la nuit. C'est fadi de nettoyer un cadavre après le coucher du soleil. Donc ils attendent le matin pour s'occuper des corps. Il en manque beaucoup ce matin-là. Ils reconstruisent le campement, mais cette fois-ci sans voile ni bois. Ils utilisent des blocs de grès de sable qu'ils trouvent sur l'île, qui est une sorte de ciment naturel composé de sable, d'eau, de sel et de corail chauffé par le soleil. Alors certains ne sont pas d'accord, comme les Mérinas, pour qui les constructions en pierre sont réservées aux tombeaux éternels, comme la mort. Les vivants, eux, devraient vivre dans des habitations en matière périssable, comme les hommes. Mais pour les Mozambiques, dont le petit peuple vit dans des maisons en terre battue, c'est moins troublant. Donc finalement, survie oblige, tous participent à la construction. L'ouragan ayant éparpillé les ressources dans toute l'île, les enfants ramassent tout ce qu'ils peuvent et tombent par hasard sur la patate à Durand, qui est une espèce de fleur très jolie, violette, qui pousse sur les plages des zones tropicales. Ils en ramassent une petite quantité avec sa racine. Pendant ce temps-là, la construction, elle avance bien. Les hommes y bâtissent, des femmes chassent puis préparent les oiseaux qui sont entre-temps revenus, et d'autres hommes font fondre du métal rouillé pour créer des bassines, des cuillères. Certains font même des ornements, comme des bracelets, des bagues, des pointes à brosser et même des colliers avec des filins de cuir en forme de S. 2 hommes Vézo, qui est une tribu nomade des mers vivant à Madagascar, voient arriver les enfants, les bras pleins de patates à Durand. Fous de joie, ils reconnaissent là une plante dont les racines peuvent traiter beaucoup de maux, dont les coliques et les fièvres qui accablent la tribu des Tromelins. C'est aussi sous leur impulsion qu'ils commencent à manger de la tortue verte, basculant vers un régime alimentaire aux 2/3 composé de cette viande, le reste étant oiseaux et poissons. Malheureusement, la saison des ouragans s'échelonne de novembre à fin mai. Ils sont successivement frappés par une tempête tropicale qui fait pas trop de dégâts, puis un terrible cyclone qui détruit complètement leur nouveau camp, fauchant au passage quelques vies. Ils décident de rebâtir sur le point le plus haut de l'île, 8 mètres, et entreprennent littéralement un déménagement de tout le matériel encore disponible et des blocs de pierre. Ils construisent des petits bâtiments d'une seule pièce dont la seule entrée est côté opposé au vent. Contre la pratique courante des Malgaches qui est de vivre isolés, ils créent une sorte comme ça de petits hameaux de 12 bâtiments accolés en pierre, cerclant une sorte de cour centrale à l'abri des vents dominants. Ils en profitent pour mettre en œuvre une fomba, qui est une coutume partagée par quelques peuples de Madagascar et qui consiste à laisser à l'entrée de chaque habitation une cruche ou une bassine d'eau. Les murs qu'ils ont construits, ils sont larges, ils font à peu près 1 mètre de largeur et ils résistent très bien aux cyclones et aux vagues submersives. La société se réorganise, ils ont une cuisine commune dans laquelle ils laissent les plats quand ils ne sont pas utilisés. Ils réparent, détournent les usages de certains objets, comme par exemple un gond de sabord transformé en marteau ou encore des coquilles de triton qui servent de louche. Je crois qu'on peut dire qu'ils sont trop malins. Bon voilà, fallait que je la fasse, au moins elle est évacuée, sinon j'allais la lire 50 fois dans les commentaires. La crainte des tempêtes étant évacuée, comme cette blague de merde, le temps passe, mais rien ne soigne vraiment la dépression,
la solitude et l'abattement. Ainsi, 3 ans après le départ de la Providence, 18 naufragés décident de construire une embarcation et de quitter l'île. Personne n'entendra plus jamais parler d'eux. Les 2 premières années ont été une véritable hécatombe, beaucoup sont morts et cette 3e année, elle se clôture sur le départ d'une grosse partie des survivants. La 12aine d'années restantes, ils sont plus qu'une quinzaine. Ils construisent un grand mur avec les matériaux des bâtiments qui sont plus utiles. Et ce mur, il fait 3 mètres d'épaisseur. C'est une véritable forteresse infranchissable qui finit de protéger les bâtiments. Les matériaux se font de plus en plus rares. Les bassines en métal sont réparées jusqu'à 8 fois pour certaines. Les femmes commencent à tisser les plumes des oiseaux pour en faire des pagnes et des couvertures, en utilisant aussi peut-être l'un des seuls arbustes qui pousse ici, le veloutier. En 1768, un bateau passe au large et constate qu'il y a des survivants sur l'île. Il tente d'accoster, mais impossible. Rebelote en 73, puis en 74, échec sur échec quoi. Finalement, l'opiniâtre Castellan, je suis sûr que tu l'avais oublié celui-là, il parvient à se faire entendre. La Compagnie française des Indes orientales, après 100 ans de bons et loyaux services, elle a fait faillite. Et la guerre de 7 ans est terminée. En août 1775, le navire La Sauterelle est envoyé pour secourir les esclaves de l'île du Sable. L'ancre est jetée, le bateau il bouge beaucoup à cause de la houle. Une chaloupe descend avec 2 hommes à bord, mais les remous chahutent aussi l'embarcation, qui chavire puis se brise littéralement sur le récif. L'un des hommes rentre au bateau à la nage et l'autre il parvient difficilement à regagner l'île. En plus, la Sauterelle elle doit partir d'urgence parce que sa ligne d'ancre elle vient d'être tranchée littéralement par le corail. Le navire il va refaire 2 tentatives, mais les conditions de mer se dégradant, il repart. Le pauvre marin qui est sur l'île, il reste isolé plusieurs semaines, pensant avoir affaire à des sauvages. C'est finalement Semiavou qui va se rapprocher de lui et l'intègre à la tribu. Le dessinateur Savoya, dans sa bande dessinée Les esclaves oubliés de Tromelin, leur prête une liaison amoureuse et la naissance d'un enfant. Complètement désespéré après plusieurs mois, le marin il incite 3 hommes et 3 femmes à l'aider à construire une embarcation pour quitter l'île. Ils partent en mer, l'embarcation étant à peine capable de supporter leur poids et on les reverra plus jamais. C'est finalement le 29 novembre 1776, après 15 ans de calvaire, qu'en fin de journée, l'enseigne de vaisseau Jacques-Marie Boudin de Lanugui de Tromelin et son navire, la corvette Dauphine, portent secours aux naufragés de l'île de Sable à l'aide de pirogues de pêche plus adaptées à ces récifs. L'île sera rebaptisée de son nom, Tromelin, et les 7 femmes et le bébé de 8 mois rescapés seront tous déclarés libres. Leurs conditions de capture étant illégales, on ne peut pas les considérer comme des esclaves, même si finalement, au moins pour les femmes, le reste de leur vie a été un peu une forme de servitude. Alors ils sont libres, mais paradoxalement, elles sont toutes rebaptisées. Le petit également. On donne à Semiavou le prénom de Ève, à sa mère le nom Dauphine, qui est le nom de la corvette de Tromelin, et au petit garçon le prénom de Moïse, avec un Y. On leur propose de retourner vivre à Madagascar. Mais comme tu l'as compris, c'est pas des simples civils capturés par des blancs, c'est littéralement des esclaves pour leur propre peuple. Donc elles refusent pour pas être réintégrées dans le circuit quoi. Semiavou et sa mère rentrent au service du gouverneur de l'île de France, et l'histoire perd leurs traces à partir de là. Pour réaliser cet épisode, je me suis appuyé sur le travail incroyable de l'archéologue Max Guéroux, dont j'espère ne pas trop avoir dévié dans ma narration, mais aussi sur 2 œuvres incroyables que je te recommande absolument de lire. La première, c'est le roman d'Irène Frein, qui donne carrément vie de façon très détaillée à cette histoire. Et le roman s'appelle Les naufragés de l'île de Tromelin. Il fait 300 et quelques pages, tu peux le trouver d'occasion assez facilement. Et la seconde œuvre, qui est un peu plus accessible, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les esclaves oubliés de Tromelin de Sylvain Savoya, qui donne carrément vie à cette expédition archéologique en entrecoupant des scènes de fouilles avec des scènes de vie des naufragés. Ces 2 auteurs sont d'ailleurs allés sur l'île avec Max Guéroux pour réaliser leurs œuvres. Bon voilà, un épisode un peu plus long que d'habitude. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Si tu veux plus de contenu sur les clans et les tribus à travers l'histoire, je t'invite à t'abonner. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre. Tu auras accès à plein de petites choses sympas que je te laisse découvrir quoi. Merci à toi, je te dis à la prochaine. Ciao.